Imaginez une maison ordinaire dans une ville ordinaire. Une façade comme tant d'autres, dans une rue calme de Poughkeepsie, dans l'État de New York. Des voisins qui passent chaque matin, une famille qui entre et sort, et personne, absolument personne, ne sait ce qui se trouve à l'intérieur. C'est l'histoire de Kendall François, un homme qui a vécu pendant près de 2 ans au milieu de l'indicible, et que personne n'a arrêté, parce que personne ne cherchait vraiment. Ce que vous allez entendre, c'est un cas réel, un cas qui a choqué une ville entière, et qui pose encore aujourd'hui des questions sans réponse. C'est ce que nous allons tenter de comprendre, mais toujours sur la base des preuves. Poughkeepsie, une ville d'environ 30 000 habitants, à mi-chemin entre New York et Albany. Une ville qui ressemble à beaucoup d'autres villes américaines, des rues résidentielles tranquilles, des commerces de quartier et, dans certains coins, une pauvreté discrète mais bien présente. C'est là que Kendall François a grandi. Né le 26 juillet 1971, fils de parents haïtiens, il est le deuxième d'une fratrie de 4 enfants. En apparence, une famille structurée, stable. Sa mère travaillait comme infirmière dans un centre psychiatrique. Son père était présent. Rien d'extraordinaire. À l'école secondaire d'Arlington, Kendall pratiquait la lutte et le football américain. Il obtient son diplôme en 1989, puis s'engage dans l'armée américaine. Il effectue sa formation de base à Fort Sill, en Oklahoma. Mais après 4 ans de service, il est renvoyé. Non pas pour indiscipline, non pas pour un incident quelconque, mais parce qu'il pèse plus de 140 kilos pour 1,93 m. L'armée le juge inapte en raison de son obésité. Il revient à Poughkeepsie. Il s'inscrit au Dutchess Community College en arts libéraux. En 1994, il décroche un emploi d'aide scolaire à l'école intermédiaire d'Arlington, d'abord comme agent d'entretien à temps partiel, puis comme surveillant de couloir entre avril 1996 et janvier 1997. Les élèves ont un surnom pour lui. Ils l'appellent Stinky, en français, le puant. Son odeur corporelle est si forte, si persistante, que personne ne peut l'ignorer. Il se comporte de façon inappropriée avec des élèves féminines, des blagues à caractère sexuel, des câlins non sollicités, il touche leurs cheveux. Des plaintes sont formulées. Il finit par quitter l'école, prétendant qu'il a un autre poste dans un établissement spécialisé pour enfants handicapés à Staatsburg. L'établissement en question ne confirme jamais son recrutement. Kendall François vit toujours chez ses parents, au numéro 99 de Fulton Avenue. Il a 25 ans. Et la nuit, il commence à arpenter certains quartiers de Poughkeepsie. Le 24 octobre 1996, une femme de 30 ans, Wendy Meyers, est aperçue pour la dernière fois aux abords du Valley Rest Motel, dans le centre de Poughkeepsie. Elle est connue des services de police. Elle est fragile. Elle sera la première. Selon les aveux que Kendall François donnera plus tard, il a commencé à l'étrangler pendant un rapport sexuel. Quand elle a perdu connaissance, il l'a noyée dans une baignoire. Puis il a porté son corps dans le grenier de la maison familiale. Un mois plus tard, le 29 novembre, c'est Gina Baronnet qui disparaît. 29 ans. Mère d'une petite fille prénommée Nicole, élevée par sa grand-mère. Une enfance difficile, un père absent, des dépendances qui l'ont entraînée loin de tout ce qu'elle aurait pu construire. Sa mère signale sa disparition début décembre 1996. Quelques jours plus tard, Catherine Marsh disparaît à son tour. Elle avait 31 ans. Elle était enceinte. Son corps sera retrouvé dans le grenier, aux côtés des 2 premières victimes. L'enquêteur Bill Sigrist, de l'unité de récupération de quartier de la police de Poughkeepsie, une unité spécialisée dans les stupéfiants, commence à entendre des murmures dans la rue. Des femmes qui travaillaient dans le quartier lui disent qu'un homme de grande taille, à l'odeur insupportable, est violent, qu'il aime faire mal, qu'elles lui ont dit à plusieurs reprises de ne pas y retourner avec lui. Mais elles n'ont pas porté plainte officiellement. Qui les aurait écoutées ? En janvier 1997, Kathleen Hurley disparaît. Elle avait 47 ans. Puis, en février, c'est Marie-Élie Giacone, 29 ans, dont la disparition ne sera officiellement signalée que le 13 novembre 1997, soit 9 mois plus tard. 9 mois. 9 mois pendant lesquels Kendall François a continué à vivre avec ses parents, à dormir sous le même toit que les corps qu'il avait cachés. Sa mère travaillait, son père était là, sa petite sœur habitait dans la maison, et personne ne savait. Les enquêteurs commencent à surveiller François. Ils font appel à une femme équipée d'un micro pour entrer en contact avec lui. Peu d'informations exploitables en ressortent, mais ils observent sa routine. Chaque matin, il conduit sa mère au travail dans la voiture familiale. Puis il descend dans le centre-ville. En janvier 1998, les enquêteurs l'interrogent officiellement sur les disparitions.
Rien. Plus tard ce même mois, il est arrêté pour avoir agressé une femme dans sa chambre. Une dispute d'argent qui s'est transformée en quelque chose de bien plus violent. Il lui a frappé le visage, l'a plaqué sur le lit, puis l'a étranglé avec ses mains nues. Il plaide coupable le 5 mai, de coups et blessures au 3e degré. Un simple délit, 15 jours de détention. Et il ressort. En juin 1998, Sandra Jean French disparaît. Elle avait 51 ans. Sa voiture est retrouvée abandonnée à 3 rues de la Maison François. Le 26 août, c'est Katina Newmaster, 25 ans, qui disparaît à son tour. Comme toutes les autres, elle est blanche, de petite corpulence, avec des cheveux bruns. Elle a été vue pour la dernière fois dans le centre de Poughkeepsie. À ce stade, 8 femmes ont disparu. Une force d'intervention a été créée le 27 août 1998. Une conférence de presse est organisée. Et pendant cette même conférence, Katina Newmaster disparaît. La communauté est en état de choc. Le 1er septembre 1998, une femme prénommée Christine Sala monte dans la voiture de Kendall François. Il l'emmène au numéro 99 de Fulton Avenue. À l'intérieur, il exige des actes sexuels qu'elle refuse. Il commence à la frapper. Il l'étrangle. Elle croit qu'elle va mourir. Mais quelque chose se passe différemment cette nuit-là. Christine Sala parle. Elle négocie, elle convainc François de la ramener là où il l'a trouvée. Il monte dans la voiture. Il s'arrête dans une station-service Sunoco. Et là, Christine ouvre la portière et court. À ce moment précis, 2 enquêteurs, les inspecteurs Skip Manane et Bob McCready, distribuaient des prospectus sur la disparition de Katina Newmaster dans le quartier. Une passante, Deborah Lonsdale, s'approche de leur voiture banalisée et leur dit qu'une femme vient d'être agressée. Ils trouvent Christine Sala. Elle leur donne le nom de son agresseur. Dans la même journée, les enquêteurs se rendent au numéro 99 de Fulton Avenue. Kendall François accepte de les suivre au commissariat. Pendant des heures, il parle. Il admet d'abord l'agression contre Christine Sala. Puis, au fur et à mesure que les questions se resserrent, que les photographies des femmes disparues sont posées devant lui, Kendall François dit simplement « Je les ai tuées ». Il indique où se trouvent les corps. Un mandat de perquisition est obtenu. Et ce soir-là, une équipe d'enquêteurs, de procureurs, de techniciens de scène de crime et d'urgentistes entre dans la maison de Fulton Avenue. Les rapports de police décrivent l'intérieur de la maison comme un entassement de déchets, de nourriture en décomposition et de meubles brisés. L'odeur est si forte que les enquêteurs doivent porter des masques anti-putréfaction pour entrer. Les corps de 8 femmes sont découverts. Dans le grenier, dans des espaces intérieurs, certains emballés dans du plastique, à différents stades de décomposition. La fouille durera 29 jours. Parmi les victimes identifiées, Wendy Meyers, 30 ans, Gina Barone, 29 ans, identifiée le 3 septembre 1998 grâce à ses empreintes dentaires. Catherine Marsh, 31 ans, enceinte. Kathleen Hurley, 47 ans. Mary Ile Giacone, 29 ans. Sandra Jean French, 51 ans. Katina Newmaster, 25 ans. Et une 8e femme, Audrey Pugliese, 34 ans. Elle n'avait jamais été signalée comme disparue. Sa famille ignorait qu'elle était morte. Elle était là, dans cette maison, sans que personne ne la cherche. Une femme, Michelle Eason, reste à ce jour portée disparue. Son sort n'a jamais été pleinement élucidé. Et pendant tout ce temps, pendant près de 2 ans, la famille de Kendall François vivait dans cette maison. Sa mère rentrait du travail chaque soir. Sa sœur dormait à quelques mètres. Comment était-ce possible? Comment personne n'avait-il rien vu, rien senti, rien compris? C'est l'une des questions qui hanteront pour toujours cette affaire. Le 9 septembre 1998, Kendall François comparaît pour la première fois devant le juge Thomas J. Dolan au tribunal de Dutchess County. Il plaide non coupable. Le 13 octobre, il est formellement inculpé de 8 chefs d'accusation de meurtre au premier degré, 8 chefs de meurtre au second degré et un chef de tentative de coups et blessures. Quand les familles des victimes l'interpellent dans la salle d'audience, Kendall François rit. Le 23 décembre, son avocat tente de négocier un accord avant que le procureur William Zane Grady ne dépose officiellement sa demande de peine de mort. Le juge Dolan refuse d'abord. La défense fait appel. La Cour d'appel de l'État de New York autorise finalement la négociation. Tout au long de la procédure, Kendall François ne montre aucune émotion. Il dira plus tard, dans une formule qui restera gravée dans les mémoires, « Tuer semblait plus facile que d'entamer une relation ». Le 7 août 2000, il est condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, après avoir plaidé coupable de 8 chefs de meurtre au premier degré et 8 chefs de meurtre au second degré.
L'accord lui permet d'éviter la peine de mort. Il est incarcéré à l'établissement correctionnel d'Attica, à New York, l'une des prisons de sécurité maximale les plus connues des États-Unis. Le 11 septembre 2014, Kendall François décède à l'établissement correctionnel de Wende à l'âge de 43 ans. La cause officielle de son décès, une maladie liée au sida, un diagnostic révélé lors de son procès en 2000. L'affaire Kendall François est bien plus qu'un fait divers. C'est le récit d'un système qui a failli. Des dizaines de personnes connaissaient cet homme. Des femmes avaient signalé sa violence. Des enquêteurs l'avaient questionné. Il avait même été condamné et libéré 15 jours plus tard. Et les victimes? Elles étaient vulnérables, marginalisées, souvent dépendantes. Leur disparition n'a pas déclenché les mêmes alarmes qu'elle l'aurait fait pour d'autres. C'est une vérité difficile à entendre, mais elle est au cœur de cette affaire. Wendy, Gina, Catherine, Kathleen, Mary, Sandra, Katina, Audrey. 8 femmes, 8 vies. 8 histoires qui méritaient d'être entendues bien avant qu'il ne soit trop tard. Mais c'est une survivante, Christine Sala, qui a tout changé. Une femme qui a trouvé la force de parler au bon endroit, au bon moment. Et 2 enquêteurs qui distribuaient des prospectus dans la rue cette nuit-là. Le hasard, parfois, fait le travail que les institutions auraient dû faire bien plus tôt. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, je vous remercie sincèrement. Ces histoires ne sont pas faciles à raconter, et elles ne sont pas faciles à entendre. Si vous pensez que ce type de contenu mérite d'être connu, abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications. Et dites-moi en commentaire, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette affaire? La négligence des autorités? Le profil de Kendall François? Le courage de Christine Sala? Je lis tous vos commentaires. À très bientôt pour une nouvelle affaire.